Alors, donc Steve est né en 1973. Il est rentré dans une école qui s'appelle l'ISG, mais tu n'es pas diplômé. Parce qu'on va le dire, ça va plomber pendant quelques instants l'ambiance, mais... Ça va pas plomber. Ouais, en fait, on ne t'a pas réussi à payer ta scolarité parce que ton papa a eu des gros problèmes de fric. Bah, pas que des problèmes de fric, parce qu'il était même en prison, donc voilà. Donc oui, effectivement, j'ai fini ma scolarité, mais je n'étais pas diplômé. Ouais. Et tu as commencé ta j'étais un bon élève. carrière... Néanmoins, j'étais un bon élève. Et tu as commencé ta carrière comme interdit bancaire. J'ai commencé interdit bancaire, interdit de gérer et une famille à charge. C'est-à-dire mon père, ma mère, mes sœurs. Elle est pas belle la vie. Alors il continue. Et alors il a un truc bizarre. Steve n'a jamais été salarié. Il a toujours été entrepreneur. Mais qu'est-ce que tu as contre les salariés? Mais j'ai absolument rien, sauf que quand j'étais petit, pour moi, les chefs d'entreprise, c'était des aventuriers. C'était un peu mes idoles. Je crois que le premier, entre guillemets, petit poster que j'avais dans ma chambre, c'était celui qu'on appelait à l'époque le petit prince de la finance. Il s'appelait Vincent Bolloré. Il était très jeune. Alors plutôt héritier. Et m'en coûtait plus cher parce qu'à l'époque on payait ce qu'on appelait des droits de garde. Donc ça m'avait coûté plus cher en droits de garde que le prix de l'action. Et je crois qu'à 16 ans j'ai eu mon premier écran sur ma télé pour suivre la bourse en direct. Steve, première boîte, donc ça s'appelait les Compagnons du Terroir. Donc là tu livrais des plateaux repas dans les entreprises. C'était ta toute première boîte. Alors c'était un peu plus varié que ça. Donc je livrais effectivement des salades sandwich et des plateaux repas composés que des produits régionaux, parce que je suis alsacien, tu as oublié ça dans ma bio. C'est quand même le plus important, c'est ce que dit ma collaboratrice alsacienne. Non, mais j'aime bien l'ancrage régional. Et donc j'ai démarré par ça, parce que d'abord je n'avais pas d'argent, donc j'ai dû démarrer avec rien du tout. Effectivement, je n'ai pas été salarié. Et j'ai revendu ma boîte après, 5 ans après, à un grand cadre de chez Tu l'as Carrefour. vendu combien à l'époque? À l'époque, ça devait être, on était encore en francs, ça devait être 10 millions de francs. C'était énorme. T'avais quel âge? 30 piges, même pas? J'avais 27 ans, 28 ans. Alors après, donc, tu vas avoir des succès et puis des échecs. Oui. Donc succès, tu gagnes plein de sous, puis échec, moins bien. Bah, c'est toujours bien, les deux sont toujours bien. Alors, je trouve que j'ai même pas eu assez d'échecs. Hein. Je trouve qu'on voit vraiment la qualité du chef d'entreprise dans les difficultés, et y compris dans l'échec. Hein. Évidemment, puisque vous le savez tous, ceux qui sont chefs d'entreprise ici, la qualité numéro 1, c'est la résilience. Donc il faut être capable d'emmagasiner des problèmes. Donc oui, donc j'ai eu des réussites, parce que j'ai créé une société que j'ai revendue, qui est dans l'informatique, donc absolument rien à voir, que j'ai revendue à une société cotée en 2009. Et puis j'ai aussi créé des sociétés qui n'ont pas fonctionné parce que le chiffre d'affaires n'était pas au rendez-vous, mais j'ai été capable de les fermer proprement et surtout de redémarrer derrière avec le même entrain. L'envie, quoi. Alors 2011, il va réveiller l'un des plus vieux métiers du monde, le hamburger, en créant Big Fernand. Alors, mais comment tu as fait? Parce que du hamburger, il y en a partout. Comment tu fais pour monter une boîte en disant « je vais créer le meilleur hamburger du monde » Alors d'abord, ça faisait longtemps que j'y pensais. En fait, je voulais tout simplement, l'idée était assez simple, je voulais la qualité d'un restaurant, mais je voulais la rapidité d'un fast-food. Donc j'ai monté un hybride qui a été appelé après le fast casual. Alors je n'aime pas trop les anglicismes et j'aime pas en plus mettre les petits cubes dans les cases. Mais en tout cas, j'étais le premier à créer un hybride, c'est-à-dire qu'il y avait la rapidité d'un fast-food et la qualité d'un restaurant, avec un peu de marketing autour, la musique des années 80, les moustaches pour les gens qui servaient. J'ai mis beaucoup de mon temps, de mon énergie dedans. Et toi, tu as tenu un resto, enfin, tu as tenu un établissement? Ah non, mais j'étais pendant 6 mois dans le resto non-stop. Mes premières vacances, je me suis endormi dans toutes les pièces dans lesquelles je passais, tellement j'étais fatigué. Donc oui, je suis un patron opérationnel. Je veux bien voir grand, mais j'ai besoin de commencer petit. Donc, et comprendre comment ça marche, quoi. Je veux tout comprendre. Bon, dis-nous, parce que ça, c'est quand même hyper important. Quelle est la marge brute sur un hamburger? Alors, elle est forte. Ah, parce que là, franchement, là, c'est... Elle est forte quand tu as de la qualité et une marque qui te permettent de le vendre cher, ce qui était le cas de Big Fernand. Donc la marge a été un peu sérieuse, quasi 80%. Et pourquoi tu n'as pas recréé un McDonald's français haut de gamme, là? Parce que là, tu t'es arrêté, tu avais combien de boutiques, là? Non, faut pas que ça vous choque. Le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc je vous rappelle que c'est l'étalon valeur quand même. Hein. Heureusement que je gagnais de l'argent. Pourquoi tu n'as pas recréé un McDo à la française? Alors d'abord, donc, quand j'ai vendu, j'avais 52 restaurants, ce qui est à la fois beaucoup et petit. Quand vous voyez McDo, ils en ont 1500, donc j'étais un nain. Voilà. Après, j'ai eu la chance d'être très médiatisé. Donc d'abord, c'était une chance pour l'entreprise. Et ça m'a été une chance pour moi parce que ça m'a apporté beaucoup d'opportunités. Voilà, un peu comme ces poissons, vous savez, qui se gonflent énormément. Je faisais toujours plus grand que je n'étais, plus gros que je n'étais. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Voilà. Et puis après, j'étais arrivé un peu au bout de l'aventure. Alors, moi, j'aime bien vendre les boîtes. Enfin, on va peut-être en parler. Hein, mais j'aime bien vendre les boîtes. Et je trouve que j'étais un peu au bout de l'aventure, que j'avais passé un peu le haut de la vague. Et accessoirement, j'adore recréer des entreprises. J'adore de démarrer
une idée, l'idée devient un projet, le projet devient une boîte, et on commence à constituer les équipes. C'est le moment le plus passionnant, parce que tout est possible, et c'est ça qui est extraordinaire. Le tout est possible. Bon, donc en 2019, tu revends Big Fernand des hamburgers, 25 millions d'euros. C'est énorme. Non, alors, vu les intervenants qu'on avait tout à l'heure, ce n'est pas énorme, c'est une grosse somme. Mais si, Gérard, il se dit qu'à ce prix-là, il va en vendre non, du je pense pinard. que Gérard, ça le fait rigoler, je pense. Mais non, alors c'est une belle somme, mais c'est à la fois beaucoup d'argent et pas beaucoup. Alors, bon, c'est toujours très sympathique, mais je le redis, moi j'aime bien vendre les boîtes parce que d'abord je trouve ça très esthétique de vendre une boîte, et en plus le business est tellement fluctuant aujourd'hui, les business changent tellement vite. Je trouve qu'en fait, c'est une capacité de s'adapter. Alors, je ne partage pas du tout ce point de vue avec mes pairs qui, justement, veulent transmettre leur entreprise, et je le respecte tout à fait. Mais vendre une entreprise, c'est encore un autre chapitre de la vie de l'entrepreneur, parce qu'il n'y a pas que le juridique, le pécuniaire, il y a même un aspect psychologique. C'est qu'est-ce qu'on va vendre, comment est-ce qu'on va vendre l'histoire de demain, comment est-ce qu'on te perçoit, et parce qu'on va se demander pourquoi tu vends l'entreprise. Donc, en fait, c'est un jeu un peu de poker menteur, ou comme aux échecs, en fait, tu essaies toujours de... Et donc, je trouve ça assez sympathique. Et quand tu vends une boîte, Steve, est-ce que tu penses à demain dans la même boîte? Jamais. Sans toi. Ah, alors et avec des collaborateurs. Déjà, je tu t'en fous comme dans la Garante? Non, pas du tout. Alors, pour moi, l'humain, c'est numéro un, c'est mon moteur numéro un. Il faut d'abord que je m'amuse tous les jours. Donc, je ne m'entoure déjà que de gens gentils. C'est mon leitmotiv dans la vie. Bienveillance. Gentillesse, comme je l'appelle, la gentillesse, peut-être la même chose que la bienveillance, parce que la gentillesse est un accélérateur de business. Quand ça va bien, quand ça va mal, quand on travaille avec des gens gentils, ça change tout. Des partenaires, des associés, des salariés, ça change énormément. Donc c'est mon... c'est vrai. Et donc c'est vraiment mon... tu vas finir ministre si tu continues, toi. Il y a pas mal de place en ce moment encore. Alors récemment, Steve, tu t'es livré à un autre sport, si je puis dire. On va pas en parler de sport. Tu as racheté ta dernière société, donc exceptionnellement, tu ne l'as pas créée, donc tu avais un partenaire. Alors ça fait quoi quand tu es de l'autre côté de la barrière? Parce que tu es là pour dire elle est géniale, achetez moins cher, ça va, tu sais le faire. Mais après, quand tu achètes quelque chose, tu t'es comporté comment vis-à-vis du vendeur? Déjà, c'est intéressant. Donc j'ai quand même vendu 4 sociétés. Donc je sais en fait comment se comporte le vendeur. Donc effectivement, c'est déjà intéressant de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Et tu sais très bien, entre guillemets, à quoi il pense quand il va te présenter la société et comment est-ce qu'il va te la présenter. Donc c'est déjà quand même assez intéressant. Ensuite, non, j'ai voulu franchir le cap parce que j'aime bien me mettre en danger. Je trouve ça revigorant. De démarrer d'une entreprise que tu n'as pas créée, c'est encore plus compliqué parce que tu n'imprimes pas ta marque de fabrique de la même manière. Parce que tu n'arrives pas en disant que tu connais tout, etc. J'adore redémarrer de zéro. Et tu connais rien au métier. Rien. Feuille blanche, équipe nouvelle. Je veux redémarrer de zéro, je veux redémarrer dans la difficulté. Et c'est pour ça que je veux redémarrer de petit. Parce que tu n'as de légitimité dans ton entreprise que dans la force de ton discours. Et ton discours n'est valable qu'à partir du moment où tu as suivi le chemin des uns des autres. Tu maîtrises. Alors, donc, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais reprendre une boîte. Qu'est-ce que tu vends? Parce que tu vends plein de produits savoureux quand même. Alors, je vends des produits de la mer. Donc, on est leader du crabe en France. Donc, des petites boîtes de conserve que vous retrouvez dans 80% des hypermarchés français. Donc, à la marque Nautilus. Je vends d'autres produits de la mer, type du thon en bocal, des crevettes, etc. Donc, beaucoup de choses au rayon apertisé, c'est-à-dire les conserves. Et j'ai aussi une usine de saumon fumé. Où ça? Qui est à Angers, donc en province, et qui vend essentiellement pour les réseaux bio, donc mon plus haut client c'est Biocop, et puis pour les plateformes qui livrent des restaurants. Je ne travaille pas directement avec les restaurants parce que je veux être payé, donc je travaille qu'avec les plateformes. Et donc voilà, donc ça c'est mon nouveau métier. Mais je me suis entouré d'un associé. C'est important aussi parce que je pense que c'est ça la force de celui qui prétend être un bon chef d'entreprise, c'est de savoir effectivement bien s'entourer. Et en l'occurrence, j'ai un associé qui est une vraie locomotive. Il était patron d'une grosse boîte qui s'appelle Mondelez, qui faisait 2 milliards de chiffres. Alors, je lui ai apporté l'entrepreneur, parce qu'il n'avait pas cette fibre ou énergie ou expérience. L'énergie, il l'avait, mais en tout cas, il n'avait pas cette expérience. Et lui, il m'a un peu... il a cautionné toute ma partie sur l'agroalimentaire que je ne connaissais pas. Donc voilà, donc on s'apporte des choses mutuellement dans un style de management totalement différent et ça fonctionne hyper bien. Alors là, tu découvres, à ton âge, tu es jeune encore, des gens bizarres qui s'appellent la grande distribution. Des gens qui t'aiment, ils adorent les industriels, les distributeurs, quoi. Et c'est l'horreur, non? Alors c'est un monde un peu différent. D'abord, je tutoie les gens très facilement. Il faut savoir que non seulement on se vous voit dans la grande distribution, mais on s'appelle en plus monsieur Durieux, monsieur. Donc j'étais un peu choqué et je pense que j'ai un peu choqué les gens en arrivant. C'est un milieu qui est très conservateur, très très conservateur. Donc effectivement, j'ai découvert le milieu de la grande distribution avec les avantages et les inconvénients. Je pense que Pierre les connaît très bien. À la fois des gros volumes, donc on traite tout de suite des gros volumes quand on deal avec un Leclerc, avec un Carrefour. Par contre, on travaille pour des petites marges.
Donc en fait, pour gagner beaucoup d'argent dans l'agroalimentaire, et j'en suis pas encore là parce que mon groupe fait que 50 millions d'euros de chiffre, Tu es une ETI. il faut faire des volumes, des gros volumes. Donc Alors il faut faire du 150 millions, 200 millions d'euros pour commencer à vraiment gagner de l'argent de manière sérieuse. Parce que les marges sont petites, c'est ainsi, et la grande distribution est faite ainsi. Et de toute manière, le pouvoir d'achat des Français est aussi limité. Donc voilà. Tu la vends quand, cette boîte? Alors je ne pense jamais. Ah non, dis pas ça. Je T'as dis pas pas- arrêté de vendre des boîtes. Je n'y pense jamais. Celui qui vend bien sa boîte, c'est pas celui qui veut vendre sa boîte. C'est quand on vient le chercher. Donc je me mettrai. Et t'es pas un garçon facile, quand même. Non, je suis pas un garçon facile. Je me mettrai toujours en condition pour que ma boîte soit attractive et elle intéressera peut-être un jour des gens. Mais je ne crois jamais aux gens qui créent une boîte pour la vendre. Je vais raconter une petite histoire. Il y a très longtemps, j'avais rencontré le patron d'une boîte qui maintenant est consultant. Il est resté très peu de temps chef d'entreprise, qui a monté une boîte qui s'appelle Columbus. Columbus, ouais. qui s'est développé, et un mec super qui s'appelle Nicolas Richet qui a repris ça, qui a développé. Et quand cette personne a monté Columbus, en l'occurrence, ce n'est pas le propriétaire actuel, il s'est dit, je vais monter Columbus pour le revendre à Starbucks qui n'était pas encore présent en France. Ouais. Combien a-t-il monté de restaurants? Il en a monté 2 et il s'est arrêté là. Ce n'est jamais un leitmotiv de vendre sa boîte. On n'est jamais plus désirable que quand on vient nous chercher. C'est comme avec une nana, c'est pareil. Ouais. Ça marche exactement de la même manière. Ouais, Eh bien, je une t'aime boîte, c'est pas, pareil. ouais. C'est pareil. Et donc, ça veut dire qu'à partir de quel prix tu la vends? Mais il n'y a pas de prix, Non, mais si demain je viens te voir avec 500 briques, tu me la vends? Oui. tout de suite. Ouais. Alors, autre passion de Steve, c'est bien, il est quand même. C'est bon. l'argent. Steve, c'est les chevaux. Ouais. Et ça, c'est une vraie. T'as une cinquantaine de canassons, c'est ça? J'en ai un peu moins maintenant, j'ai dû réduire un peu le train de vie, j'en ai une trentaine. Ouais. Donc Comment t'es arrivé? Parce que ça paraît un peu un monde un peu fermé, tout ça. Là. Qu'est-ce qui t'a séduit? D'abord, je suis cavalier depuis que je suis petit, donc je suis cavalier de compétition, donc cavalier de saut, donc de CSO. Et j'ai une autre passion, c'est les chevaux de course, donc qui mélangent le sport, le pari, l'adrénaline, le business. Donc je suis obligé d'en vendre parce que j'ai en face de moi des gens qui sont très 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 riches. Donc pour acheter des chevaux aux enchères contre eux, je suis obligé de vendre des chevaux moi. Donc j'en vends aussi, donc j'en fais aussi un business. Donc voilà, donc c'est ma passion depuis 10 ans. Et tu arrives à équilibrer ou tu gagnes des sous même? Parce que c'est quand même aléatoire. Hein, Écoute, quand on met les avantages fiscaux d'une petite exploitation agricole, ce qui est mon cas, j'arrive à peu près à équilibrer. Moi, j'ai pas trop le choix. Je leur dis, je me bats contre des gens qui ont des moyens illimités. Ouais. Donc, je suis obligé d'un peu d'équilibrer. Steve, est-ce que tu soutiens pour terminer toujours Gustave Roussy? Toujours. Voilà, donc je trouve ça très important de donner. Voilà, c'est la chose qui pour moi le compte le plus au monde. Enfin, j'ai une petite fille qui a 6 ans. La seule chose que je lui apprends, c'est donner. Je lui apprends à donner. Tu donnes ton jouet. À 6 ans, c'est pas facile de donner un non, jouet, non, mais hein, franchement, c'est une bonne truc. Donc pour moi, c'est important de donner. Donc effectivement, je soutiens l'Institut Gustave Roussy. Je suis grand ambassadeur et grand donateur pour l'Institut Gustave Roussy, premier institut de recherche contre le cancer depuis 10 ans. Personne de ma famille a été touché par le cancer. C'est des gens exceptionnels. La recherche avance vitesse grand V, mais ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc j'ai toujours, à titre personnel, dans mes entreprises, je m'investis régulièrement. J'ai commencé par ma liste de mariage, pour te dire, que j'ai donné à Gustave Roussy. T'as pas divorcé pour l'instant? J'ai divorcé. Ah, t'as divorcé? Mais ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc je donne toujours pour Gustave Roussy. Et alors, pour terminer, ton meilleur souvenir de dégustation, de gastronomie, une émotion que tu as pu avoir sur une table, un plat, un vin, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, c'est une question que tu m'avais déjà posée, oui, Alain. Donc invariablement, je vais répéter la même. Donc, j'ai eu la chance. Donc voilà, je suis un peu, j'ai quelques vins dans ma cave et j'aime beaucoup les vieux liquoreux. Donc en l'occurrence, les Yquem, je trouve ça magnifique quand ils sont très vieux, quand ils prennent une couleur caramel, où ils perdent un peu le goût sucré, donc un peu écœurant, avec une longueur en bouche qui est extraordinaire. Donc c'est ma plus grande émotion de vin. En plus, voilà, j'ai la chance d'avoir une maison de campagne, donc je la bois au coin de ma cheminée, etc. C'est vraiment super. Petite chose, Alain, je voulais dire. Je voulais te remercier, Alain, puisque moi, qui suis passionné par les entreprises et les entrepreneurs, je voulais te remercier. En fait, je ne vais jamais à des clubs, jamais. Je déteste les clubs, je n'aime pas les cercles fermés. Je voulais te remercier pour la qualité des soirées, la qualité des intervenants. Je voulais te remercier pour mettre tous ces gens, entre guillemets, en valeur avec ta manière de poser des questions. Je pense qu'on peut applaudir Alain, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme lui qui nous remettent un peu en avant, et en plus avec le ton. Merci Steve, merci beaucoup ami.